Alors, on passe à la deuxième intervention relative portant sur les défis de l'adaptation du cadre fiscal national aux réformes fiscales internationales menées par l'OCDE et la contribution de la Tunisie aux négociations de la Convention cadre des Nations Unies. Qui mieux que Yahya Chemleli, directeur général des études de la législation fiscale tunisienne, qui mieux que si Yahya va présenter cette thématique. À vous la parole, si Yahya, vos 20 minutes. 20 minutes. Merci. Merci beaucoup. Je suis vraiment honoreux de partager ce panel avec des compétences. Je suis vraiment, comment dirais-je, l'administration fiscale, elle est vraiment honorée de partager avec des universitaires, avec des professionnels. C'est ce sujet qui est extrêmement important, qui touche la fiscalité internationale et qui touche particulièrement la fraude à l'échelle internationale. Parce que là, lorsqu'on parle de Convention des Nations Unies ou bien lorsqu'on parle des BEPS, on est directement dans un combat permanent, mutuel, contre la fraude internationale. Parce que nous sommes passés d'une logique d'évitement de double imposition vers une logique d'évitement de double non-imposition. Parce qu'en fait, les groupes internationaux ont tout essayé pour profiter des lacunes au niveau de législation locale ou bien au niveau des conventions pour abuser de ce lacune et profiter d'une double non-imposition. Une non-imposition dans les pays de la source et non-imposition dans les pays de la résidence. Et c'est dans ce cadre-là qui s'insère sous tout ce débat pour aboutir à cerner les zones de risque qui favorisent le développement de cette fraude à l'échelle internationale. En fait, la Tunisie, elle est consciente que ce phénomène ne peut être jamais confronté unilatéralement. Donc, certainement, le fait de localiser les bénéfices dans les pays qui présentent une fiscalité plus douce nécessite une collaboration internationale pour pouvoir, en fait, soit cerner ces zones, isoler ces zones, soit tout simplement combattre la valeur ou bien les mécanismes qui sont utilisés pour ce type de fraude. Je veux parler de notre expérience avec le CDE et en deux phases. Si vous voulez, BEPS 1 et BEPS 2, parce qu'avec BEPS 1, nous avons vraiment suivi tous les travaux de l'OCDE, nous avons participé, nous avons accepté, nous avons adhéré, nous avons mis à jour notre réglementation en fonction des standards internationaux. Pour la partie 2, nous sommes vraiment un peu réticents parce que là, nous avons même émis des réserves et on va le voir par la suite. Et pour la nouvelle partie, nous sommes tout à fait partants parce que l'ONU, c'est l'inclusion, c'est de bas en haut et donc nous allons nous retrouver plus dans l'ONU que le CDE parce que même malgré la contribution de l'OCDE à améliorer notre législation, et nous allons voir ça, mais quand même, il reste un travail avec les Nations Unies, avec la communauté africaine. Ça va être un travail qui va donner plus pour notre souveraineté, plus pour notre soutien entre pays en développement. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons validé le travail qui a été fait et nous avons participé à travers notre représentation à l'ONU et nous continuons ce travail espérant que le rythme de l'ONU soit aussi fort que le rythme de l'OCDE parce qu'en fait, l'OCDE sont à une vitesse tellement rapide qu'on a du mal à les suivre, espérant que les travaux des Nations Unies soient à cette vitesse pour en fait atteindre nos objectifs rapidement et bien entendu avec le développement de l'outil informatique et de l'économie numérique, les choses vont rapidement, donc on doit agir rapidement pour suivre la cadence.
Donc, ma présentation va être... Ok. Voilà. Donc là, je vais présenter le cadre général. Je vais présenter l'adaptation du cadre fiscal tunisien aux réformes fiscales menées par l'OCDE, l'état de lieu, qu'est-ce que nous avons fait, est-ce que c'était bénéfique ou bien ce n'était pas bénéfique, est-ce que nous avons profité de cette expérience ou bien cette expérience nous a coûté cher. Et enfin, je vais vous parler de la contribution de la Tunisie aux conventions de cadre des Nations Unies. Ah, là, donc, la présentation générale du mécanisme, c'est quoi, où est-ce que nous jouons? En fait, nous jouons dans une mondialisation qui fait que les multinationales peuvent opérer sur plusieurs États. La concurrence entre les différents pays, concurrence attractive pour attirer les investissements à travers l'outil de la fiscalité, et ce qui a créé réellement un problème de fiscalisation, un problème de transfert de bénéfices et l'érosion de la base imposable. C'est là où on tourne l'objectif de l'OCDE et l'objectif de l'ONU pour en fait cerner ce phénomène. Nous avons adhéré au cadre inclusif en 2017 et cette adhésion nous impose à mettre en place les 4 standards minimums, à savoir l'action 5, c'est la lutte contre les pratiques dommageables, l'action 6, c'est l'évitement de l'utilisation abusive des conventions, l'article 13, c'est la déclaration pays par pays et par conséquent le prix de transfert, et l'article 14, le règlement des différends à l'amiable. Ce sont les 4 standards minimums que nous devons implémenter immédiatement pour qu'on puisse suivre les travaux de l'OCDE. Je vais commencer par l'article 5, en fait, par l'action 5. Je vais commencer par l'action 5. Et là, en fait, j'ai mis action 5, groupe code de conduite de l'Union européenne. En fait, ça... Le groupe de code de conduite de l'Union européenne a utilisé les principes de l'action 5 pour en fait nous imposer à modifier notre réglementation fiscale pour les opérations d'exportation. Et là, vous avez constaté qu'à partir de 2019 et mise en application à partir de 2021, nous avons renoncé au régime d'imposition privilégié pour l'exportation, parce que la Tunisie a été blacklistée parce que pour les pratiques dommageables qui causaient, selon l'Union européenne, des dommages pour les opérateurs européens lorsqu'on accorde un avantage fiscal pour les exportations. Et du coup, nous avons abandonné notre régime privilégié accordé aux opérations d'exportation et aux opérations de services financiers pour les non-résidents. En fait, là, ils nous ont imposé parce qu'on était blacklistés, mais en fait, notre choix stratégique au niveau de la politique fiscale, c'est en fait maîtriser les avantages fiscaux. Parce que là, l'avantage fiscal, c'est vrai que d'un côté, est un outil pour booster l'investissement, mais encore faut-il rappeler que c'est une niche de fraude par excellence. Et surtout dans le domaine du service, là où le contrôle est extrêmement difficile. Donc, accorder un avantage fiscal, ça peut réellement être dommageable. Donc, le fait de dire que l'économie européenne ou bien l'Union européenne souffre de régime privilégié accordé pour l'exportation n'est pas vraiment faux, parce que tout simplement, nous avons constaté à travers le contrôle, et mes collègues de la DG sont présents là, ils peuvent le certifier. Nous avons constaté que beaucoup de sociétés, principalement de services, bénéficient de cet avantage fiscal, voilà, des avantages fiscaux accordés auparavant aux exportations pour émettre des factures, ne subir aucune imposition en Tunisie, et cette facture va débarquer dans l'état de destination, constituant une charge et par conséquent réduire la base taxable dans le pays de destination. Et du coup, il y a une non-imposition par le biais d'une facturation parfois non gonflée, parfois fictive carrément. Donc là, nous avons agi sur cet aspect au niveau des impôts directs
puis au niveau des impôts indirects, parce que tout simplement parce que nous avons constaté aussi que le régime suspensif de la TVA accordé pour les sociétés exportatrices, particulièrement pour les sociétés de commerce international et les sociétés de services totalement exportatrices, là encore une fois, c'est un mécanisme qui a permis à plusieurs sociétés de bénéficier du régime suspensif pour en fait exporter le produit, mais réellement le produit il est vendu localement. Et du coup, cet avantage fiscal se transforme vers un mécanisme pour toucher la concurrence et pour vendre en Tunisie à un prix hors taxe. Et à partir de là, nous avons renoncé au régime suspensif accordé aux sociétés de commerce international et aux sociétés de services totalement exportateurs. Est-ce que ça a réellement nui à cette activité? La réponse est non, parce que tout simplement, nous avons constaté sur le montant énorme de la TVA suspendue en 2021, nous attendons, en 2021, nous attendons à ce que les sociétés qui déclarent ou bien qui bénéficient de régime suspensif et qui voient leurs achats subir la TVA vont demander le remboursement de la TVA. Tout simplement sur plus que 600 milliards de TVA suspendus en 2021, et à uniquement 40 milliards de demandes de restitution qui ont été demandées à l'administration fiscale, qui dénotent l'ampleur de la fraude de la TVA qui a été suspendue à tort. Donc là, l'action 5, ou bien la classification de la Tunisie en tant que pays qui accorde un avantage à l'exportation nous a permis de franchir l'examen par le pair pour l'action 5. Marhaba, on saisit l'occasion pour souhaiter la bienvenue à notre cher ami Sifes Chouayer. Marhaba Sifes. Sifes, marhaba. C'est un plaisir de partager avec vous ce panel, Sifes. Donc là, c'est l'action 5. L'action 6, en fait, la signature en 2018, on a signé la convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et de transfert de bénéfices. En 2023, nous avons ratifié le Hamalai. Donc, en 2023, nous avons ratifié le Hamalai. La ratification se fait par le décret de 12-2023. En novembre 2023, l'entrée en vigueur effective de l'Hamalai, mais la convention est applicable d'une manière pratique à partir du 1er janvier 2024. Parce qu'en fait, cette convention va nous permettre de modifier d'une manière systématique ou bien d'une manière qui évite la négociation bilatérale des conventions. Cette convention nous a permis à toucher pratiquement plus que 50% des conventions qu'on a conclues en Tunisie. Et bien entendu, l'application ne peut être faite qu'à partir du 1er juillet 2024. Les textes de synthèse des conventions ayant été modifiés par le Hamalai sont en cours de préparation. Donc, on attend toujours les pays pour nous communiquer, pour notifier les textes de synthèse suite à la modification faite par le Hamalai. L'action 13, la déclaration pays par pays, par conséquent, la réglementation en matière de pré-transfert. Nous avons mis en place toute une réglementation qui régit les avantages fiscaux et les avantages fiscaux, les prix de transfert et les déclarations pays par pays. Nous avons signé l'accord multilatéral entre autorités compétentes portant sur l'échange automatique de déclarations pays par pays, et c'était en 2019, et la publication en 2022 d'un arrêté portant fixation de la liste des États ayant conclu avec la Tunisie un accord autorisant l'échange automatique de déclarations. Donc là, sur ce point, nous sommes conformes. L'article 14, l'action 14, le règlement différend l'amiable. Là, nous avons publié en 2019 une note commune qui traite les procédures ou bien les cadres de procédures amiables. Et c'est un cadre qui n'est pas exploité. En pratique, on n'a pas reçu beaucoup de demandes de procédures amiables.
par ignorance peut-être, parce que là, nous constatons que réellement, normalement, il y a beaucoup de cas d'application ou bien d'une imposition non conforme aux conventions internationales, mais le citoyen tunisien ou bien le contribuable tunisien, il doit être conscient que s'il a subi une imposition non conforme à la convention fiscale, il a tout le droit de s'adresser à la DGELF pour en fait déposer une demande et suivre les procédures qui sont prévues pour les règlements différents à l'amiable. La signature de la Malaye va rectifier systématiquement les articles de convention qui prévoient les procédures amiables, et nous avons un engagement en tant que pays pour en fait mettre à jour via les négociations bilatérales toutes les conventions qui ne sont pas couvertes par le Malaye. Et en fin de compte, la note commune a désigné, ou bien le pays a désigné la DGELF comme l'autorité compétente pour le règlement de différends. Qu'est-ce qu'on a fait pour le prix transfert? En fait, on a instauré tout un régime fiscal de prix transfert et se base principalement sur le lien de dépendance. Nous avons instauré une obligation déclarative, c'est la déclaration annuelle prix de transfert. Nous avons instauré l'obligation documentaire en cas de vérification approfondie. Et pour sécuriser les contribuables, nous avons instauré aussi l'accord préalable sur le prix de transfert. Donc, la réglementation elle est complète. Et on a activé l'accord multilatéral entre autorités compétentes relative à l'échange automatique de déclarations pays par pays. Au jour d'aujourd'hui, nous envoyons des déclarations et nous ne recevons pas parce que nous avons un petit problème hein? Le problème, c'est la sécurité d'information. Voilà, donc mais le problème serait très prochainement résolu. On aura, voilà. Alors, pour le chapitre échange de renseignements, c'est un grand chapitre. Et ce chapitre se divise en deux, l'échange de renseignements sur demande et l'échange automatique de renseignements. Depuis 2012, la Tunisie a adhéré au Forum mondial de transparence sur l'échange d'informations à des fins fiscales. En juillet 2012, adhésion à la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle, la Tunisie est conforme pour l'essentiel selon l'examen de pair. En 2019, on a mis en place un registre pour les bénéficiaires effectifs et nous avons activé l'accord multilatéral entre autorités compétentes relatives à l'échange de déclarations pays par pays. Ce que nous avons fait. L'engagement à mettre en œuvre les normes relatives à l'échange automatique de renseignements. Nous sommes engagés à mettre en place l'échange automatique de renseignements. D'ailleurs, en 2023, nous avons signé l'accord multilatéral et l'évaluation de l'OCDE, elle confirme notre position. Pour la partie BEPS 2, et là où il y a un petit problème, donc vous savez très bien que l'OCDE a entamé depuis 2021 une solution à deux piliers. Pilier 1, pilier 2. Pilier 1, le montant A et le montant B. Pilier 2, la proposition Globe et le RAI. Donc, deux méthodes. Là, donc, nous avons participé aux réunions de l'OCDE. Nous avons eu beaucoup de formations sur cette solution, mais nous présentons quand même certaines réserves concernant l'application de ces deux méthodes, vu la complexité, vu l'aspect même, je dirais même souveraineté, parce que il y a des engagements à faire, il y a des réformes structurelles profondes qu'on doit adopter qui pourraient toucher notre souveraineté. Et en plus, on n'est pas sûr que l'adaptation ou bien l'adoption de cette solution pourrait être bénéfique pour la Tunisie. C'est la raison pour laquelle nous sommes vraiment, on s'est engagé en rien. Et nous avons émis même des réserves concernant ces solutions. Quels sont les défis? Le défi numéro 1, c'est l'adaptation juridique et administrative. Donc, si nous sommes dans la sphère de BEPS, nous sommes obligés d'adapter notre réglementation fiscale, notre disposition fiscale.
Et bien entendu, nous l'avons fait, comme je viens de présenter. Nous avons modifié la législation en matière de prix de transfert et le régime des exportations. Nous avons publié dans notre commune, nous avons publié un guide sur le prix de transfert. C'est un guide qui va être servi, qui va être utilisé par nos agents de l'administration fiscale pour en fait envisager et faciliter le contrôle fiscal du prix de transfert, parce que c'est un domaine qui est extrêmement difficile. Et bien entendu, nos cadres et nos agents ont bénéficié de beaucoup de cycles de Alors, voilà. Donc, nos cadres et nos agents ont bénéficié de beaucoup de cycles de formation qui ont permis carrément d'avoir des collègues qui sont très compétents en matière de contrôle de prix de transfert, à la fois théorique pour la partie, pour les formateurs, et pratique pour les agents sur le terrain. Bien entendu, ces formations ont été menées soit par les représentants de l'ECDE, soit par les formateurs qui sont formés pour ce besoin. Les défis techniques et institutionnels, comme je disais, en fait, suivre le rythme de l'ECDE, c'est quelque chose d'extrêmement difficile, parce qu'il travaille à un rythme qui dépasse nos compétences. Donc, c'est un problème. Nous avons un problème de suivi. Nous avons un problème de besoin de renforcement de compétences techniques pour les cadres, et l'accès aux bases de données, parce que l'accès est extrêmement, enfin, l'accès n'est pas donné, il est coûteux. Et enfin, le défi majeur, c'est en fait le défi de la compétitivité et l'attractivité de la Tunisie. En fait, là, nous avons un arbitrage entre encourager ou bien accorder plus d'avantages fiscaux pour que la Tunisie soit attractive, préserver l'entreprise tunisienne, ou bien ou tout simplement en face se conformer aux standards qui limitent la course ou bien la concurrence vers la concurrence fiscale pour attirer les investisseurs à travers l'outil fiscal. Donc là, c'est les défis majeurs pour qu'on soit dans une sphère de fiscalité internationale, et dans ce cadre, nous essayons de respecter à la fois nos choix stratégiques sur le plan politique fiscal et utilisation de l'outil fiscal pour booster l'investissement, et nous devons aussi rester en conformité avec les normes internationales, parce que le fait qu'on soit conforme, ça aide aussi notre économie à se développer par le biais d'une crédibilité que nous avons déjà acquis au fil des années. J'ai dépassé les limites. 2 minutes. Quelles sont les réserves qu'on a émises sur la proposition, la solution à 2 piliers? Là, donc, la mise en œuvre de solutions proposées nécessite une modification profonde de la législation tunisienne qui touche notre souveraineté. Les solutions proposées risquent de ne pas prendre en considération les besoins des pays en développement. La mise en œuvre complexe, avec la nécessité de prévoir des mesures transitoires, nécessite plus de temps pour étudier ces propositions. Le nombre important des exceptions prévues par la Convention RAI fait que cette proposition risque d'être vide, et nous avons émis quelles sont les exclusions qui ont été adoptées et qui devraient être annulées pour que cette solution soit applicable et soit bénéfique. En plus, c'est une convention là où il n'y a pas de restriction, et par conséquent, il n'y a pas vraiment une obligation pour les pays de l'appliquer qui met en question la bonne application. Et en fait, la proposition GLOBE présente beaucoup de difficultés. Et les difficultés de la proposition GLOBE, ce sont les difficultés
techniques et les difficultés en matière de rassemblement d'informations parce que, en fait, pour travailler sur la proposition Globe, il nous faut des informations énormes sur les multinationales, chose qui n'est pas disponible actuellement. Par conséquent, nous avons un très grand plan, ou bien nous avons réserve Kbira concernant la proposition Globe. Est-ce que nous avons gagné de l'OCDE? Oui, la réponse oui, parce que tout simplement avec l'OCDE, nous avons modifié, modernisé notre administration fiscale par le biais d'une adaptation d'une présomption de droit telle que le contrôle de prix de transfert qui se base sur une méthodologie logique, scientifique et par conséquent, nous sommes plus dans une logique de contrôle sur la base des normes scientifiques bien précises. Enfin, Ba'ath al-Amalai nous a permis de mettre à jour plus que 50% de nos conventions. Je rappelle que nous sommes parmi les meilleurs pays dans ce domaine parce que nous avons 56 conventions déjà en vigueur. Nous avons plus une dizaine de conventions qui n'ont pas été ratifiées par les autres pays et nous avons 5 conventions en cours de négociation. Donc sur ce point, la Tunisie, nous sommes les leaders dans ce domaine. Renforcer la crédibilité internationale et réduire le risque de blacklisting, c'est très important parce que si nous sommes en conformité avec les normes internationales, nous améliorons la crédibilité de la Tunisie. Et sur le plan carrément bénéfice direct, nous avons bénéficié des redressements qui dépassent les 200 milliards et suite aux échanges d'informations. Et là, en fait, l'échange sur demande avec les pays avec lesquels on demande d'informations nous a permis de redressements importants qui sont quantifiés à nos jours à plus que de 200 milliards. C'est très important. Et enfin, la Tunisie est classée actuellement parmi les meilleurs pays pour l'échange de renseignements en termes de nombre de demandes entrant et sortant dans ce cadre. Cette slide, c'est juste une comparaison entre les CEDE et l'ONU, mais ce que je retiens le plus, c'est que si nous sommes dans l'ONU, nous sommes dans l'inclusion et par conséquent, là, en fait, l'aspect inclusion, l'aspect équité, l'aspect justice fiscale nous attire davantage pour l'ONU. La contribution de la Tunisie aux négociations de la Convention cadre des Nations Unies, donc je n'ai pas grand-chose à ajouter à Madame Nader. La présentation a été excellente. Donc là, ce que je peux dire, c'est que nous avons donné notre avis sur les termes de référence. Nous avons approuvé les principes fondamentaux de la Convention et nous avons validé l'adoption des 2 protocoles, économie numérique et règlement de différents. Donc, et là, c'est les principes fondamentaux. Nous le partageons à 100%. Donc, je m'excuse, j'étais un peu général. Le thème il est dense, le thème il est trop technique et on peut présenter pour chaque chapitre carrément un séminaire. Donc je m'excuse pour la rapidité et je vous souhaite tout le succès. Merci. Alors, merci Siahia pour cette belle présentation de la contribution de la Tunisie aux négociations, aux efforts menés dans le cadre de l'OCDE et la contribution aux négociations au sein de l'ONU, même si vous avez principalement axé votre intervention sur la contribution de la Tunisie aux travaux de l'OCDE, bien sûr, parce que le train il est déjà en marche, c'est logique, et alors que l'ONU en est encore au départ. Vous avez bien tracé donc l'apport de ces travaux-là en termes de modernisation surtout. Je partage votre avis en termes de modernisation des institutions, en termes de modernisation aussi, si on ose dire, des textes fiscaux, de tout le travail, de tout
la logistique institutionnelle, des textes aussi. Mais peut-être par la suite, on va revenir sur cet aspect d'échange automatique et ces aspects de sécurité de données qui entravent encore l'échange automatique de renseignements. Peut-être on va par la suite parler de tout ça.